Un seul appel téléphonique a suffi pour paralyser l'aéroport tout entier. Un avion qui s'apprêtait à décoller sur la piste a dû faire demi-tour en urgence. Le président directeur général régional de la compagnie aérienne s'est précipité en personne pour s'incliner profondément devant une jeune femme. Et cette femme portait une magnifique robe vintage. Que s'était-il donc passé? Cette histoire incroyable commence 1 heure plus tôt, à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 23 ans et je suis une Parisienne pur jus. À ce moment-là, je traversais le terminal de l'aéroport, le cœur battant, en partance pour Nice. Dire que je n'étais pas nerveuse serait un mensonge, mes paumes étaient moites. Ce voyage était d'une importance capitale pour moi. Je venais de terminer mon stage de fin d'études et je me rendais à Nice pour un entretien d'embauche qui pouvait changer ma vie. Pour cette occasion, j'avais choisi de porter une robe que ma grand-mère m'avait léguée, une pièce vintage qu'elle avait elle-même précieusement conservée. Pour être honnête, j'avais longuement hésité avant de sortir. Porter une telle robe pour prendre l'avion, n'était-ce pas un peu trop extravagant? N'allais-je pas attirer des regards étranges? Mais j'ai finalement décidé de la mettre, car ma grand-mère m'avait dit un jour « Amélie, cette robe est un trésor de notre famille. Quand tu la portes, tu incarnes l'élégance et le chic de la femme française. » Cette robe était d'un bleu nuit profond, rehaussée de délicates broderies argentées le long du col et des manches. Le tissu était un satin de soie de la plus haute qualité que ma grand-mère avait acheté des décennies plus tôt au marché Saint-Pierre, à Montmartre. La coupe, simple et intemporelle, épousait parfaitement mes formes, soulignant une silhouette gracieuse. Le col Claudine ajoutait une touche de sophistication discrète, et une rangée de petits boutons recouverts de tissu courait le long du buste, chacun témoignant d'un savoir-faire d'antan. La fente latérale, d'une hauteur parfaite, préservait la décence classique tout en affirmant une confiance moderne. Tout en marchant, j'envoyais un SMS à ma colocataire à Paris. « Chloé, suis à l'aéroport. Super stressée. Avec cette robe, j'ai l'impression d'aller à une cérémonie des Césars. » Chloé a répondu instantanément « Tu dois être sublime. N'oublie pas de m'envoyer une photo. Et merde pour ton entretien. » Les encouragements de mon ami m'ont un peu détendu. Je me suis souvenu que la veille, en faisant ma valise, mes colocataires m'avaient toutes dit que cette robe me donnait une allure folle. « Amélie, avec ça, on dirait une actrice sortant du Ritz », m'avait lancé l'une d'elles. En marchant dans cet aéroport international, je sentais effectivement les regards se poser sur moi. Certains curieux, d'autres admiratifs, quelques-uns perplexes. Je m'efforçais de garder la tête haute et les épaules droites, mais il était faux de dire que je n'étais pas intimidé. Après tout, durant mes années d'études, j'étais plutôt du genre Jean et t-shirt. En passant devant une célèbre pâtisserie, je n'ai pu m'empêcher de m'arrêter. La vue de macarons colorés et de croissants dorés a éveillé en moi un sentiment familier. Rien ne vaut un vrai croissant parisien, pensais-je. Je me suis promis d'aller dans ma boulangerie de quartier dès mon retour. Je tenais en main un billet de première classe, mais mon apparence était celle d'une simple étudiante, si ce n'est pour cette robe. Outre une petite valise à main et un sac contenant quelques macarons pour le voyage, je n'avais pas d'autres bagages. Dans mon sac se trouvait aussi un petit médaillon en argent que ma grand-mère m'avait donné, en me disant qu'il me porterait chance. Je me suis arrêté devant la vitrine immense d'une boutique de luxe. Mon reflet m'a surprise, un mélange de nervosité et de fierté. L'élégance de la robe contrastait de manière fascinante avec la modernité trépidante de l'aéroport, sans pour autant paraître déplacée. « Grand-mère, j'espère que je ne te décevrai pas aujourd'hui », et je priais en silence. L'aéroport grouillait de voyageurs de toutes nationalités. J'ai remarqué quelques touristes français qui, en me voyant, m'adressaient un léger hochement de tête approbateur. Une dame d'un certain âge s'est même approchée pour me complimenter. « Mademoiselle, votre robe est absolument magnifique. »« Merci, madame », ai-je répondu, un peu timide. C'était celle de ma grand-mère. On le voit bien, elle a une âme. Un travail d'une telle qualité ne se fait plus. Oui. En me dirigeant vers la porte d'embarquement,
Je repensais à mes années d'études. Du choc culturel initial de la vie universitaire à mon adaptation progressive, chaque étape m'avait appris à chérir mes racines. Je me souviens de la première fois qu'un étudiant étranger m'avait demandé ce que c'était l'art de vivre à la française. À l'époque, j'avais eu du mal à l'expliquer. Aujourd'hui, je pouvais parler avec fierté de notre gastronomie, de nos paysages et de notre culture. Les paroles de ma grand-mère me sont revenues en mémoire, le jour où elle m'avait appris comment porter cette robe avec grâce. Amélie, une robe comme celle-ci n'est pas qu'un vêtement, c'est une attitude. La femme qui la porte doit avoir une posture élégante, un esprit vif et un cœur solide. Souviens-toi que la vraie beauté vient de la culture intérieure et de la force de caractère. À l'époque, je n'avais qu'à moitié compris. Aujourd'hui, je réalisais qu'elle m'enseignait une leçon de vie. J'ai pris une grande inspiration, ajustant le tombé de ma robe. Aujourd'hui, je dois être l'incarnation de l'élégance, me suis-je dit pour m'encourager. Je ne pouvais pas faire honte à l'image de la femme française. Mon regard s'est posé sur ma carte d'embarquement. Air France, vol A168, siège 3 ampères. C'était un tournant dans ma vie. L'opportunité professionnelle à Nice m'attendait et j'étais prête à relever tous les défis. Mes pas vers la porte 28 sont devenus plus légers. Le tissu de la robe ondulait doucement autour de mes jambes, comme pour raconter une belle histoire, une histoire de tradition et de modernité, d'héritage et d'avenir. Et j'étais l'héroïne de cette histoire. Après avoir passé la sécurité sans encombre, je suis arrivé à la porte 28. Il restait une demi-heure avant l'embarquement. J'ai trouvé un siège et j'ai envoyé des messages à ma famille pour les rassurer. Ma mère a répondu rapidement. « Amélie, n'oublie pas de nous envoyer une photo de toi dans l'avion. Tu dois être magnifique dans la robe de grand-mère. » Mon père a suivi. « Ma fille, vas-y et réussis. Papa est fier de toi. Et après ton entretien, va manger une vraie salade niçoise pour fêter ça. » La bienveillance de ma famille m'a mis les larmes aux yeux. Je me suis souvenu de leur soutien indéfectible à l'aéroport d'Orly quand j'étais parti pour mon stage à l'étranger. Ma grand-mère m'avait pris la main. « Amélie, tu portes avec toi les vœux de toute la famille. Tu réussiras. » Les passagers arrivaient peu à peu, la plupart en costume d'affaires. J'ai remarqué que plusieurs personnes me regardaient, avec une curiosité bienveillante dans les yeux. Un couple d'Américains âgés discutait à voix basse et j'ai entendu la femme dire à son mari « C'est tellement élégant, cette robe est absolument divine. » Entendre de tels compliments m'a réchauffé le cœur et a apaisé ma nervosité. L'annonce de l'embarquement a retenti. J'ai rejoint la file. En tant que passagère de première classe, j'avais un accès prioritaire. Lorsque j'ai tendu ma carte d'embarquement à l'agent au sol, il m'a souri chaleureusement. « Votre robe est superbe, mademoiselle. » « Merci beaucoup, ai-je répondu, les joues légèrement rosées. En entrant dans la cabine, j'ai été impressionné par le luxe de l'espace La Première. Sièges spacieux, éclairage doux et l'accueil attentionné du personnel de bord. Je me suis sentie incroyablement chanceuse d'avoir pu m'offrir ce surclassement. C'était ma première fois dans une cabine aussi prestigieuse. J'ai trouvé mon siège, le 3 ampères, un hublot, parfait. Une fois assise, j'ai soigneusement lissé les plis de ma robe, craignant de la froisser. La texture du satin de soie contrastait élégamment avec le cuir du siège. Le bleu nuit et les touches argentées scintillaient doucement sous l'éclairage tamisé. J'ai sorti de mon sac un livre sur l'étiquette dans le monde des affaires, espérant me préparer pour mon entretien. Mais pour être honnête, j'étais trop nerveuse pour lire. Mon esprit ne cessait de répéter ma présentation. Les autres passagers de la première se sont installés. J'ai remarqué en face de moi un homme d'une quarantaine d'années, en costume sombre impeccable. Il m'a adressé un hochement de tête, un regard amical et respectueux. Je lui ai rendu son sourire poliment. Derrière moi, une femme d'affaires était déjà plongée dans ses dossiers. Le personnel de bord a commencé les vérifications de sécurité. J'ai remarqué une hôtesse de l'air blonde, sa plaque nominative indiquait « Sophie ». Elle semblait avoir une trentaine d'années, grande, avec un sourire professionnel. Nos regards se sont croisés brièvement lorsqu'elle est passée à côté de moi et elle m'a fait un léger signe de tête. L'avion a commencé à rouler sur la piste.
J'ai agrippé les accoudoirs, regardant par le hublot. Les lumières de la banlieue parisienne s'étendaient à perte de vue, comme des diamants éparpillés sur un tapis de velours. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Air France 168 à destination de Nice, a annoncé le commandant de bord. Le temps de vol est estimé à 1h30. Les conditions météorologiques sont excellentes. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon cœur battait toujours la chamade. Ce voyage n'était pas seulement un déplacement géographique, mais une étape cruciale de ma vie, passant du statut d'étudiante à celui de jeune professionnel. L'avion a accéléré, le rugissement des moteurs s'intensifiant. J'ai senti mon corps se presser contre le dossier. C'était le moment du décollage. Par le hublot, les lumières au sol sont devenues des traînées floues. « Maman, je décolle » et je murmurais pour moi-même. Puis, nous avons quitté le sol. Le paysage urbain est devenu de plus en plus petit jusqu'à se transformer en une mer de lumière scintillante. L'avion a traversé les nuages pour entrer dans la quiétude du ciel nocturne. Le service des boissons a commencé. Sophie poussait le chariot dans notre direction, son sourire toujours professionnel. Quand elle est arrivée à ma hauteur, je m'apprêtais à commander un thé. « Bonsoir madame, que puis-je vous servir ?» a-t-elle demandé poliment. « Un thé, s'il vous plaît, merci », ai-je répondu à voix basse, m'efforçant de paraître naturel. C'est au cours de cette interaction banale que j'ai remarqué un changement subtil dans le regard de Sophie. Son attention a glissé de mon visage à ma robe et s'y est attardée plus longtemps que la normale. J'ai vu ses sourcils se froncer légèrement, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Mais elle a rapidement retrouvé son sourire professionnel en me servant mon thé. « Voici pour vous. » Elle a ensuite continué son service. Je tenais ma tasse, sentant la chaleur et l'arôme du thé. Le ciel étoilé par le hublot était d'une clarté magnifique. À ce moment paisible, je n'imaginais pas un instant que les événements à venir allaient complètement transformer la nature de ce voyage. Je continuais à feuilleter mon livre sans vraiment lire, répétant mentalement les réponses aux questions potentielles de l'entretien. La robe m'obligeait à me tenir droite, une posture à laquelle je n'étais pas habitué. Le temps passait tranquillement. Environ 30 minutes plus tard, j'ai vu Sophie se diriger de nouveau vers moi. Mais cette fois, son expression était visiblement différente. Le sourire amical avait disparu, remplacé par un masque de professionnalisme forcé. Ses yeux contenaient une émotion que je ne pouvais déchiffrer. Elle s'est arrêtée devant mon siège, les bras croisés. J'ai levé la tête, mon cœur s'accélérant avec un mauvais pressentiment. « Excusez-moi de vous déranger », dit Sophie. Sa voix était courtoise, mais avec une froideur étrange. « Je dois vous parler de votre tenue. » Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai instinctivement baissé les yeux sur ma robe. Tout semblait parfait. J'ai relevé la tête, perplexe. « Ma tenue? Y a-t-il un problème ?» Sophie s'est éclairci la gorge, son expression devenant plus sérieuse. Je sentais qu'elle luttait pour maintenir un ton professionnel, mais son regard trahissait une certaine hostilité. « La robe traditionnelle que vous portez, elle pourrait mettre certains passagers mal à l'aise. » Elle a fait une pause, puis a ajouté « De plus, une robe aussi ample pourrait gêner une évacuation en cas d'urgence. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Le sang m'est monté à la tête, mes joues brûlaient. Mes mains se sont mises à trembler légèrement. J'ai lutté pour contrôler ma voix. « Pardon, vous parlez de ma robe ?»« Oui », a répondu Sophie, son ton devenant plus ferme, son regard empreint d'une sorte de supériorité. « Je vous suggère d'envisager de passer en classe économique. Une telle tenue y serait peu être plus appropriée. » Cette phrase a été comme un coup de foudre. Mon monde s'est mis à tourner. C'était de la discrimination? J'avais voyagé, mais je n'avais jamais été confronté à un tel mépris culturel, et ce dans mon propre pays. J'ai ressenti de la colère, de l'humiliation et une profonde blessure. Mais la voix de ma grand-mère a résonné à mes oreilles. Face à la difficulté, ne panique pas. Reste calme et défends tes droits avec dignité. J'ai pris une profonde inspiration, m'efforçant de garder une voix stable. Pourriez-vous me dire quelles règles j'enfreins? J'ai un billet de première classe en règle et ma tenue est à la fois décente et élégante. Les passagers autour de nous ont commencé à remarquer notre conversation. Je sentais leurs regards curieux, compatissants ou perplexes.
Mon visage était en feu, mais je savais que je ne devais pas céder. Sophie, réalisant qu'elle attirait l'attention, n'a pas reculé. Au contraire, elle s'est montrée plus insistante, élevant légèrement la voix. C'est pour le confort de tous les passagers. Votre type de vêtements n'est vraiment pas approprié en première classe. D'ailleurs, d'autres passagers nous ont déjà fait part de leur gêne. J'ai regardé autour de moi, mais personne ne semblait mécontent. La plupart des passagers nous observaient avec confusion. Une flamme de colère s'est allumée en moi. Quel passager s'est plaint? Puis-je leur parler directement? Ai-je demandé, ma voix trahissant mon scepticisme. Visiblement prise au dépourvu, Sophie a hésité. Je ne peux pas vous révéler leur identité, mais je vous assure que certains sont dérangés. Je savais qu'elle mentait. Cela m'a rendue encore plus furieuse et m'a donné du courage. Cette robe m'a été léguée par ma grand-mère, ai-je dit, en gardant mon calme. Elle représente ma culture, mon héritage, une partie de mon identité. Je ne vois absolument rien d'inapproprié à porter une tenue qui a une signification personnelle et culturelle. So you know. L'expression de Sophie est devenue plus impatiente. Elle ne s'attendait manifestement pas à une telle résistance. Quoi qu'il en soit, ma suggestion est que vous vous déplaciez en classe économique. Si vous insistez pour rester ici, je devrais consulter mon supérieur. L'homme assis en face de moi, celui qui m'avait souri, a commencé à froncer les sourcils. J'ai remarqué qu'il suivait notre conversation avec une désapprobation évidente. Une dame américaine âgée a même murmuré à son mari « Sa robe est magnifique, quel est le problème ?» Le soutien silencieux des autres passagers m'a donné plus de force. « Alors, s'il vous plaît, consultez votre supérieur », ai-je dit. J'aimerais entendre une explication officielle. J'aimerais aussi savoir si votre compagnie a une politique écrite interdisant aux passagers de porter des vêtements d'époque ou traditionnels. Ma voix tremblait encore, mais mon ton était devenu plus ferme. La colère et l'humiliation se mêlaient en moi, mais je savais que je ne devais pas laisser mes émotions prendre le dessus. Comme disait ma grand-mère, une femme véritablement élégante garde sa dignité en toutes circonstances. Sophie parut surprise, s'attendant sans doute à ce que j'obtempère sans discuter. Un éclair de colère a traversé son visage. « Très bien, je vais chercher Marc, le chef de cabine, mais j'espère que vous comprendrez que c'est pour le bien de tous. » Elle est partie, me laissant seule, assise sur mon siège. Mes mains serraient mon livre si fort que mes jointures étaient blanches. Mon cœur battait la chamade, mais je me forçais à garder une apparence calme. Les passagers autour ont commencé à discuter à voix basse. L'homme en face m'a adressé un hochement de tête encourageant. J'ai rajusté ma robe, m'assurant que ma posture restait impeccable. Les mots de ma mère avant mon départ me sont revenus. « Amélie, en portant cette robe, tu représentes le chic à la française. Montre-leur notre élégance. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne bafouer ma dignité. » Cette robe était plus qu'un vêtement. Elle portait mon identité culturelle, l'amour de ma grand-mère et l'héritage de l'élégance de nombreuses femmes françaises avant moi. Prenant une profonde inspiration, je me suis préparé à affronter le défi à venir. Quelques minutes plus tard, un homme grand et corpulent s'est approché d'un pas décidé. Il portait un uniforme impeccable, mais son expression était sévère. Son badge indiquait qu'il s'agissait bien de Marc, le chef de cabine. Il s'est arrêté devant mon siège, me regardant de haut, une posture qui m'a mise très mal à l'aise. « Bonsoir, je suis Marc, le chef de cabine principal sur ce vol. » Sa voix était grave, empreinte d'une impatience évidente. « J'ai cru comprendre que vous aviez un problème avec votre siège. » J'ai immédiatement remarqué sa tactique. Il ne parlait pas de la robe, mais d'un problème de siège, comme si la demande venait de moi. Cette déformation délibérée a attisé ma colère. Je n'ai aucun problème avec mon siège, ai-je répondu calmement, bien que ma voix tremblât encore. C'est votre employé qui m'a demandé de quitter la première classe à cause de ma robe. 20. L'expression de Marc s'est durcie, un éclair de mépris dans ses yeux. Écoutez, mademoiselle, ce n'est pas une question de politique, mais de sécurité et de confort pour les autres passagers. Une tenue comme la vôtre peut effectivement poser problème. L'homme assis en face, que j'avais identifié comme M. Lambert, n'a plus pu se retenir. « Pardonnez-moi d'intervenir », dit-il d'un anglais parfait teinté d'un accent français.
En tant que passager, je dois dire que la tenue de cette dame ne me dérange absolument pas. Au contraire, je la trouve d'une élégance rare. Marc n'avait visiblement pas prévu cette intervention. « Monsieur, je vous prie de ne pas vous mêler de la gestion de la cabine », dit-il d'un ton sec. Monsieur Lambert a poursuivi « Je suis un grand voyageur et je n'ai jamais vu une telle chose. Cette robe n'est ni provocante ni encombrante. Je ne vois pas où est le problème. » Ces paroles ont encouragé d'autres passagers. Une dame âgée a acquiescé. « C'est ridicule, c'est une magnifique pièce d'héritage. » Face à cette opposition, l'attitude de Marc s'est encore durcie. « C'est ma décision », a-t-il lancé, la voix plus forte. Puis, se tournant vers moi, son regard est devenu glacial. « Mademoiselle, si vous ne coopérez pas, nous devrons envisager d'autres mesures. » « Quelles autres mesures ?» ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. « Vous débarquez de l'avion, par exemple, » a-t-il lâché, le ton menaçant. La réglementation nous autorise à refuser tout passager pouvant présenter un risque pour la sécurité du vol. Qualifier une robe vintage de risque pour la sécurité était absurde, mais il le disait avec un tel aplomb que la peur a commencé à m'envahir. La colère et l'humiliation se sont mêlées, et mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai lutté pour les retenir. Pleurer ne ferait que confirmer leur image d'une jeune femme faible. Monsieur Lambert était indigné. C'est de la discrimination pure et simple, c'est illégal. Mais Marc est resté imperturbable, affichant même un sourire narquois. Sur cet avion, ma décision est finale. Le regardant dans les yeux, j'ai pris une décision. Je ne céderai pas. Et surtout, je me suis souvenu de ce numéro de téléphone spécial enregistré dans mon portable. Il m'avait été donné 3 mois plus tôt lors d'un gala d'affaires franco-américain par un homme d'affaires âgé et bienveillant. « Ma petite, si jamais vous avez un problème en France, n'hésitez pas à m'appeler », m'avait-il dit. Je pensais que c'était une simple formule de politesse. J'ai serré mon téléphone. « Vous me menacez ?» ai-je demandé, ma voix retrouvant son calme. « Avant que vous ne preniez votre décision finale, je pense que je dois passer un appel. Marz Aritzane. Appelez qui vous voulez. Sur cet avion, c'est moi qui commande. » Mais il ne savait pas que l'appel que j'allais passer allait changer radicalement la situation. J'ai sorti mon téléphone, les doigts tremblants. L'écran affichait le contact. Monsieur Lefebvre. C'était David Lefebvre, cet homme charmant rencontré au gala. Je savais seulement qu'il était une personnalité importante du monde des affaires. Le téléphone a sonné. Une voix a répondu. « Allô, monsieur Lefebvre? C'est Amélie Dubois. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 mois au gala. » La voix à l'autre bout du fil s'est faite chaleureuse. « Amélie, bien sûr que je me souviens de vous. La jeune femme brillante avec une vision si juste des échanges culturels. Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air tendu. » Entendre cette voix bienveillante dans cet environnement hostile m'a presque fait fondre en larmes. Marc me regardait avec un mélange de curiosité et de mépris. Je suis dans une situation très désagréable et je poursuivis. Je suis sur le vol Air France 168 et le personnel me discrimine à cause de ma robe, me demandant de quitter la première classe et menaçant de me débarquer. Il y eut un silence, puis la voix de monsieur Lefebvre est devenue grave. « Quoi? C'est absolument inacceptable. Racontez-moi tout en détail. » Yerlin Bey. J'ai décrit la situation de manière concise et précise. Les remarques de l'hôtesse Sophie, les menaces du chef de cabine Marc et le soutien des autres passagers. Le visage de Marc a commencé à pâlir. Il avait entendu des bribes et réalisé que quelque chose n'allait pas. La voix de monsieur Lefebvre au téléphone était devenue glaciale. « Amélie, un tel comportement est intolérable. Vous avez dit Air France? » « Oui, monsieur. » Mon Dieu, sa voix contenait une émotion complexe. « Amélie, il y a quelque chose que vous devez savoir. Je ne suis pas un simple homme d'affaires. Je suis le président directeur général d'Air France. Ces employés sont en train de manquer de respect à une amie de leur patron. J'ai failli en laisser tomber mon téléphone, stupéfaite par cette coïncidence. Je vais m'occuper de ça immédiatement, a poursuivi monsieur Lefebvre, sa voix dure comme l'acier. Ce genre de comportement discriminatoire ne sera jamais toléré. S'il vous plaît, attendez. Ne quittez pas votre siège, j'arrive. D'accord, merci monsieur Lefebvre, ai-je dit,
la voix tremblante d'émotion et d'espoir. J'ai raccroché et regardé Marc avec une nouvelle sérénité. Vous disiez que sur cet avion, c'est vous qui commandez. Je crois que quelqu'un va bientôt vous prouver le contraire. Marc a essayé de garder contenance, mais je voyais son anxiété. Monsieur Lambert me regardait avec admiration et curiosité. Il avait compris que mon appel n'était pas anodin. L'atmosphère dans la cabine est devenue électrique, tout le monde attendant de voir ce qui allait se passer. Environ 10 minutes plus tard, le système de sonorisation s'est activé. Ici votre commandant de bord. Nous venons de recevoir une instruction urgente de la tour de contrôle. Nous devons retourner immédiatement à notre porte d'embarquement. Veuillez rester calme et attacher vos ceintures. La cabine a été secouée par une vague de murmures. Que se passait-il? Un avion qui fait demi-tour après le décollage est un événement extrêmement rare, réservé aux menaces les plus graves. Le visage de Marc est devenu livide. Il a attrapé l'interphone, les mains tremblantes. Tour de contrôle, ici AF-168, quelle est la raison du retour? La réponse fut brève et cryptique. Incident confidentiel. Exécuté immédiatement. Une personnalité importante va monter à bord. Une personnalité importante? A répété Marc, la voix brisée. Sophie était en panique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres passagers commençaient à s'inquiéter. Monsieur Lambert m'a regardé, les yeux écarquillés, réalisant que ce retournement de situation sans précédent était directement lié à mon appel. Je suis restée assise, tranquillement, bien qu'intérieurement secouée. Je savais que Monsieur Lefebvre agirait, mais je n'avais pas imaginé une telle échelle. Un seul appel téléphonique, capable de faire demi-tour à un avion entier, dépassait mon imagination la plus folle. L'avion a lentement viré, retournant vers Charles de Gaulle. Marc essayait désespérément de contacter ses supérieurs, sans succès. La sueur perlait sur son front. Monsieur Lambert n'a plus pu se retenir. « Mademoiselle, est-ce que cela a un rapport avec votre appel? Mais qui avez-vous appelé ?» J'ai hoché la tête doucement. Monsieur Lefebvre est un homme de parole. « Maïsi Dodi. » Lefebvre? Les yeux de Monsieur Lambert se sont agrandis. « Pas David Lefebvre, le grand patron d'Air France? Mon Dieu, en tant qu'homme d'affaires, il connaissait évidemment la réputation de cette légende de l'aviation. L'avion s'est immobilisé en douceur à la porte d'embarquement. Le silence dans la cabine était total. J'ai lissé ma robe, m'assurant que ma posture était toujours parfaite. Ma grand-mère m'avait dit de toujours garder sa grâce, même dans la tourmente. Le son de l'ouverture de la porte a retenti, suivi par le bruit de pas pressés et organisés. 2 agents de sécurité en costume sombre sont entrés les premiers, balayant la cabine du regard. Juste derrière eux, un homme d'une 50aine d'années, grand, vêtu d'un costume gris sur mesure, est entré d'un pas autoritaire. Derrière lui, une demi-douzaine de cadres supérieurs. En voyant l'homme en tête, Marc s'est figé. Son visage est devenu blanc comme un linge. « Monsieur le Président », a-t-il balbutié. C'était bien lui, David Lefebvre, le PDG d'Air France, en personne. Tous les passagers ont retenu leur souffle. Le regard de David Lefebvre a balayé la cabine et s'est posé sur moi. Il s'est dirigé directement vers mon siège. Arrivé devant moi, il s'est légèrement incliné. Ce geste a stupéfié tout le monde. « Mademoiselle Dubois, je suis profondément désolé que vous ayez eu à subir un traitement aussi injuste, » a-t-il dit d'une voix grave et sincère. « Au nom d'Air France, je vous présente nos plus sincères excuses. Ce comportement est en totale contradiction avec les valeurs de notre entreprise. » La cabine était silencieuse. Je me suis levé avec grâce. « Je vous remercie d'être venu en personne, Monsieur Lefebvre. J'espère que cette affaire sera traitée équitablement et que personne d'autre n'aura à vivre une telle situation. » Absolument. Et elle sera traitée avec la plus grande sévérité, a-t-il affirmé avant de se tourner vers Marc, son regard devenant dur comme la pierre. Je veux un rapport détaillé. Pourquoi un de nos employés discrimine-t-il une passagère pour sa tenue? Marc tremblait de tous ses membres. Monsieur, nous pensions juste que cette tenue pouvait. Pouvait quoi? A tonné David Lefebvre. Gêner la sécurité du vol? Une magnifique robe vintage? Notre politique n'a jamais interdit les tenues traditionnelles ou élégantes.
Sophie était en larmes. Monsieur Lambert s'est de nouveau levé pour témoigner. Monsieur le Président, j'ai été témoin de toute la scène. Mademoiselle Dubois a été d'une courtoisie et d'une dignité exemplaires. Ce sont vos employés qui ont initié ce conflit et l'ont menacé. D'autres passagers ont confirmé ces dires. Après avoir écouté, le visage de David Lefebvre s'est assombri. Il s'est tourné vers Marc et Sophie. Vous êtes tous les deux suspendus de vos fonctions, avec effet immédiat. Une enquête complète sera menée sur cet incident de discrimination grave. Il a fait une pause. Maintenant, vous allez tous les deux présenter vos excuses officielles à Mademoiselle Dubois. Ce n'est pas un ordre de la compagnie, mais un acte de décence humaine élémentaire. Tabou. Le visage couvert de honte, Marc et Sophie se sont approchés de moi. Marc a parlé le premier, la voix brisée. Mademoiselle, je suis profondément désolé pour mon comportement. Mon jugement a été complètement faussé par des préjugés stupides. Votre robe est magnifique. S'il vous plaît, pardonnez mon arrogance. Sophie, en larmes, a ajouté « Je suis tellement désolé, mademoiselle. Mes paroles étaient blessantes et déplacées. Votre robe est sublime et ma réaction était basée sur mon ignorance. J'ai profondément honte. En les regardant, ma colère s'était apaisée, remplacée par un sentiment complexe. Je me suis souvenu des paroles de ma grand-mère sur le pardon. J'accepte vos excuses, ai-je dit doucement. Mais j'espère que vous en tirez une leçon. La diversité culturelle est ce qui rend notre monde si beau. Nous devrions la célébrer, pas la rejeter. Yudo. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté dans la cabine. Les passagers applaudissaient non seulement pour cette résolution juste, mais aussi pour la grâce et la sagesse dont j'avais fait preuve. Monsieur Lambert est venu me serrer la main. La façon dont vous avez géré cela est admirable. Vous avez donné une leçon de courage et de dignité à tout le monde. Un nouvel équipage est monté à bord et l'avion s'est de nouveau préparé à décoller. Je portais toujours ma magnifique robe, assise à mon siège en première classe. Mais maintenant, tout était différent. L'avion a redécollé dans une atmosphère chaleureuse et harmonieuse. Alors que nous survolions la France, pour la deuxième fois cette nuit-là, mon cœur n'était plus rempli d'anxiété, mais d'une profonde gratitude et d'un sentiment de force. Monsieur Lambert, avec ma permission, s'est assis à côté de moi. Vous savez, vous n'avez pas répondu par l'émotion, mais par l'intelligence et la fermeté. Vous avez gagné le respect de tous. C'est ce que ma grand-mère m'a toujours enseigné. Et je souris. La vraie force vient de la conviction intérieure. Le reste du vol s'est transformé en un forum d'échange culturel improvisé. Des passagers sont venus me parler de la robe, de Paris, de la culture française. Une petite fille, accompagnée de sa mère, est venue me voir. « Madame, votre robe est comme celle d'une princesse. Quand je serai grande, je pourrai en porter une aussi. »« Bien sûr, ma chérie, » lui ai-je répondu. « Les belles traditions appartiennent au monde entier. » Quand l'avion a finalement atterri à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, je savais que ce n'était pas seulement un voyage de Paris à Nice. C'était un voyage sur la dignité, le courage, la confiance culturelle et la beauté de l'humanité. En descendant de l'avion, de nombreux passagers m'ont salué. Monsieur Lambert m'a donné sa carte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit à Nice, appelez-moi. Vous m'avez montré aujourd'hui ce qu'est le vrai caractère. » En marchant dans les couloirs de l'aéroport de Nice, vêtu de la robe de ma grand-mère, j'ai ressenti une confiance et une force que je n'avais jamais connues. Cette robe n'était plus seulement un vêtement. C'était mon armure, ma fierté, ma façon de dialoguer avec le monde. Comme l'avait dit ma grand-mère, la vraie beauté vient de la culture intérieure et de la force de caractère. Aujourd'hui, j'avais prouvé la profondeur de ces mots par mes actions. Et cette histoire, j'en suis sûr, inspirera d'autres personnes à être courageusement elles-mêmes et à apprendre à respecter et à apprécier les différences. C'est là que réside le pouvoir de la culture. C'est là que réside la valeur de la dignité. C'est la magnifique page écrite par une jeune femme française, avec sagesse et courage.